Alors, voilà, ce soir on va parler du droit naturel. Alors, pourquoi est-ce qu'on pose ce problème? Parce que je crois la question qui l'amène, c'est est-ce qu'on peut dire qu'une loi est injuste? Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'une loi est injuste? Ça nous arrive fréquemment de dire que les lois sont injustes. Mais qu'est-ce qui définit la justice ou l'injustice? C'est la loi. Si une loi a été adoptée conformément aux règles d'adoption de la loi est juste, puisque c'est elle qui va définir le juste et l'injuste. Et par conséquent, si on va jusqu'au bout de cette idée-là, nous ne pouvons jamais dire qu'une loi est injuste. Ça pose une deuxième question. Est-ce qu'il y a un sens, comme le font un certain nombre de philosophes, et pas seulement de philosophes, à opposer le légal, c'est-à-dire ce qui est conforme à la loi telle qu'elle existe dans un pays donné, à ce qu'on appelle le droit positif, et la légitimité qui, elle, renvoie à ce à quoi la raison peut donner cet assentiment. Ce sont évidemment pas des questions secondaires, parce que ceux qui dominent la pensée juridique et politique aujourd'hui, c'est la première version, c'est ce qu'on appelle le positivisme juridique, c'est-à-dire l'idée que c'est la loi qui définit le juste et l'injuste, que de parler de juste et d'injuste en dehors de la loi, ce sont simplement des notions morales, mais qui en tant que telles n'ont aucune pertinence quand il s'agit de parler de droit, et que par conséquent le droit se fonde lui-même, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? C'est une loi qui est conforme aux procédures de décision qui permettent de produire des lois. Et qu'est-ce que sont ces procédures de décision qui permettent de produire des lois? Ce sont encore des lois. Autrement dit, le droit se fonde lui-même. Et si j'en crois un certain nombre des théoriciens les plus éminents de notre époque, le droit réussit ce tour de force auquel jusqu'à présent seul le baron de Munchausen était parvenu, c'est-à-dire se sortir du marécage en tirant sur ses propres votes. Alors, cette question donc, je vais essayer de lui proposer une alternative. Cette alternative, elle est très ancienne, elle nous ramène à la philosophie grecque et romaine de l'Antiquité, c'est ce qu'on appelle le droit naturel. Le droit naturel, j'essaierai de montrer ce qu'était le droit naturel pour les anciens. Ensuite, j'explorerai assez brièvement les raisons qui ont détourné un certain nombre de penseurs de ces théories antiques du droit naturel, quelles sont leurs faiblesses, et leurs faiblesses sont assez évidentes, vous le verrez. Et puis, enfin, j'essaierai de montrer en quoi, néanmoins, l'idée de droit naturel reste une idée utile pour penser le droit de nos jours. Voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'idée de droit naturel? C'est une idée qui est souvent employée, mais assez confuse, parce qu'elle recoupe, en réalité, toutes sortes de définitions très diverses. L'idée la plus commune, c'est que le droit naturel, s'il est naturel, c'est qu'il est conforme à la nature humaine, et par conséquent, on devrait le retrouver dans toutes les sociétés. Chaque société peut avoir des coutumes particulières, mais néanmoins, s'il existe un droit naturel, il doit exister des règles partagées par toutes les sociétés, toutes les cultures, à toutes les époques. Des règles communes, au-delà de la diversité des mœurs. Par exemple, les ethnologues, les sociologues s'accordent pour dire que ce qu'on appelle la règle d'or, ne fais pas autrui ce que vous ne voudrez pas qu'il fasse, ou fais-lui ce que tu voudrais qu'il te fasse, qui est au fond la règle de réciprocité, est une règle qui est commune, sans exception, à toutes les sociétés. Alors, deuxième version du droit naturel, le droit naturel, en fait, c'est le droit qui découlerait de la nature humaine elle-même. L'homme étant un être raisonnable, eh bien, on doit pouvoir, par la simple raison, découvrir les règles de droit que tout le monde partage, presque spontanément. Au fond, je n'ai pas besoin d'avoir ouvert le code pénal pour savoir qu'il n'est pas bien du tout de tuer, et qu'il y a lieu de voler.
Donc la raison devrait nous suffire à découvrir ces lois. Et on verra que c'est un mélange de ces deux idées. Toutes les sociétés respectent un certain nombre de règles communes et puis la raison est capable de les découvrir, qui constitue le droit naturel des anciens. Et puis il y a un autre droit naturel, c'est le droit naturel tel qu'il se forme à l'époque moderne, c'est-à-dire au XVIIe siècle, dans les théoriciens du droit naturel, ce qu'on appelle les juges naturalistes. Ça commence par Grotius, c'est aussi quelque chose qu'on trouve partiellement chez Hobbes, Pufendorf, puis on le trouve aussi chez Rousseau. Et là, le droit naturel a tout autre sens que j'essaierai d'exposer. Et puis enfin, il y a une exception du droit naturel qu'on trouve notamment dans l'école historique du droit, notamment une école allemande, qui dit que le droit naturel, au fond, c'est le droit que construit chaque nation. Et par conséquent, à ce moment-là, le droit naturel, loin d'être commun à tous les hommes, il est propre à chaque nation. Il y a un droit naturel des Anglais, un droit naturel des Allemands, et peut-être un droit naturel des Français. Et c'est un droit, notamment, une conception du droit naturel qui s'est développée en réaction à la Révolution française, et en réaction notamment à ce que Edmund Burke appelle les abstractions universalistes des droits de l'homme français, parce que Burke disait les Français veulent les droits de l'homme, moi je ne connais pas l'homme, je connais les Anglais, les Français et les Allemands. Voilà. Et donc vous voyez que l'expression droit naturel regroupe des significations diverses et parfois même opposées. Je ne vais pas vous les explorer, je vais m'en tenir en premier lieu au droit naturel des anciens. Alors ce droit naturel des anciens, il est formulé chez Aristote, et puis surtout peut-être chez Cicéron, notamment dans son traité des lois, on retrouve ça également dans le traité des devoirs, et puis également il sous-tend ce grand livre malheureusement fort endommagé, dans une grande partie de Cicéron, qui s'appelle La République. Alors Cicéron, il répond en fait déjà à l'époque à des positivistes. Il y a un certain nombre d'auteurs, en particulier l'Épicure, et donc les épicuriens, les disciples d'Épicure comme Lucrèce à Rome, qui soutiennent que les règles de droit ne découlent que de conventions que les hommes passent entre eux. Et ces conventions sont faites simplement pour l'utilité, et si nous les respectons, c'est uniquement parce que nous trouvons notre avantage à les respecter. Épicure dit par exemple, pourquoi est-ce que je respecte la loi qui dit que tu ne voleras point? Eh bien, parce que j'ai peur de me faire prendre. Alors évidemment, on peut toujours nourrir l'espoir qu'on ne se fera pas prendre, mais en réalité, si on vole, on verra bien qu'un jour ou l'autre, on se fera prendre, ou on vivra avec la peur de se faire prendre, et comme vivre avec la crainte, c'est vivre le plus mal possible, pour Épicure, donc nous avons intérêt à respecter la loi qui dit que tu ne voleras pas. Mais c'est une pure convention. On aurait très bien pu admettre d'autres conventions. Et Épicure, de ce point de vue-là, est un ancêtre des penseurs contemporains, ou des penseurs modernes. Alors c'est d'abord par rapport à ça que Cicéron va énoncer qu'une telle conception qui ne fait reposer la loi que sur le libre arbitre des individus et les conventions arbitraires qu'ils peuvent passer entre eux, qu'une telle conception est absurde. Vous avez normalement un plan avec des extraits, ce qui est plus facile quand on cite des textes. Voilà. Et Cicéron dit, ce qui est plus insensé, c'est de croire que tout ce qui est réglé par les institutions ou les lois du peuple est juste. Comprenez bien, quand Cicéron dit ça, il pose un problème qui est encore le nôtre. C'est pas quand le gouvernement vote une loi et que telle partie de la population manifeste, alors quel que soit le gouvernement d'ailleurs, eh bien, généralement, le gouvernement commence à remonter sur ses grands chevaux et dire comment vous osez manifester contre notre loi, cette loi a été votée, elle est acceptée du consentement populaire selon les règles légales, et par conséquent, si vous trouvez cette loi injuste, c'est que vous n'avez pas l'esprit républicain. C'est un discours qu'on entend à chaque fois qu'il y a un grand mouvement populaire contre les lois. En gros, les lois, vous n'avez pas discuté si elles sont justes ou elles sont injustes, la loi est la loi est dure, mais c'est la loi. Alors Cicéron dit, pensez que parce que la loi découle de conventions et est juste, eh bien c'est insensé. Si elle est juste, c'est pour d'autres raisons, dit Cicéron. Alors je continue cette lecture, elle dit, si, alors
après, il raisonne, hein, comme le font beaucoup les anciens, et spécialement Cicéron, il raisonne par l'absurde. Si la volonté du peuple, les décrets des chefs, les sentences des juges faisaient le droit, pour créer le droit au brigandage, à l'adultère, à la falsification des testaments, il suffirait que ces façons d'agir eussent le suffrage et l'approbation de la multitude. Si les opinions et les votes des insensés ont une puissance telle qu'ils puissent changer la nature des choses, pourquoi ne déciderait-il pas que ce qui est mauvais et pernicieux sera désormais tenu pour bon et salutaire? Ou pourquoi la loi, qui de l'injuste peut faire le droit, ne convertirait-elle pas le mal en bien? Effectivement, si la loi peut tout, si c'est la loi qui décide le juste et l'injuste, la loi peut convertir le mal en bien, l'injuste en juste, etc., etc. Vous verrez que ça aussi, ça a évidemment des conséquences très importantes, pas seulement par rapport à la question de la formation du droit ou de l'empire du droit, question que j'aborderai en conclusion, mais aussi par rapport à d'autres questions qui concernent les mœurs, qui concernent est-ce qu'il faut adapter le droit à certaines exigences sociétales, suffit-il qu'il y ait une partie importante de la population qui déclare que désormais est naturel ce que le tiers pour naturel pour que la loi s'applique, pour que la loi s'y adapte, etc., etc. Vous voyez immédiatement l'ampleur des questions sous-jacentes. C'est que pour distinguer une bonne loi d'une mauvaise, nous n'avons d'autre règle que la nature. Autrement dit, pour Cicéron, si nous écoutons la nature, il ne précise pas bien ce qu'il entend par nature, hein, pour lui c'est évidemment pas l'environnement, les petits oiseaux, je ne sais quoi. Hein. Il faut suivre la nature, c'est notre seule règle pour reconnaître le bien du mal, le juste de l'injuste. Car non seulement la nature nous fait distinguer le droit de l'injustice, mais d'une manière générale, les choses moralement belles, et peut-être je viens avec notre dernière conférence, hein, les choses moralement belles de celles qui sont laides, car une sorte d'intelligence partout répandue nous les fait connaître et incline nos âmes à identifier les premières aux vertus et les secondes aux vices. Or, croire que cette distinction sont de pure convention et non fondée en nature, c'est de la folie. Je crois que c'est un texte extrêmement clair, hein, nous savions, il existe des lois naturelles parce que naturellement, nous sommes capables de reconnaître les choses qui sont moralement belles de celles qui sont moralement laides, et les choses belles sont justes, les choses laides sont injustes, et de cette manière, nous avons un critère pour reconnaître si la loi est juste ou non. Voilà. Et pour Cicéron, donc, le droit naturel découle en fin de compte des propriétés mêmes de l'âme humaine. Le droit naturel, il est conforme à la nature de l'homme, si je pense que la nature de l'homme, c'est un être doué de raison, et cette raison nous suffit à reconnaître le juste et l'injuste, le bien et le mal. Pour Cicéron, en effet, je reprends encore une autre citation, hein, c'est de la loi qu'il faut partir pour parler du droit. Mais la loi qui fonde le droit, la loi suprême, hein, c'est pas la loi qu'a décidé le Sénat romain, par exemple, c'est pas la loi qui a été approuvée par les comices, hein, pour parler de latin de l'époque, hein. La loi suprême, c'est la loi de la nature, parce que la nature a mis en nous le sentiment de justice. La loi suprême est en nous, d'abord. Nous avons un sentiment naturel de la justice. Hein. Au demeurant, c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre, hein, parce que nous savons très très vite et très très jeune ce qui est juste, ce qui est injuste au moins. Ça ne tient pas forcément de dire que c'est juste. Le c'est pas juste, c'est tout de même le premier cri, j'allais dire politique des enfants. Et Cicéron, de ce point de vue-là, me semble avoir raison. Car la loi, nous dit encore Cicéron, n'est pas autre chose que la droite raison considérée dans ses injonctions et ses interdictions. La droite raison, je peux la considérer en tant qu'elle me permet de connaître le monde, hein, c'est la raison pure dans son usage théorique, pour parler comme Kant, ou la droite raison dans ses injonctions, eh bien c'est la raison pratique, la raison en tant qu'elle va déterminer ma volonté. L'exigence d'un ordre juridique découle donc de la nature humaine.
Je dis encore Cicéron, la vérité et la simplicité sans mélange sont ce qui convient le mieux à la nature humaine. Donc si la nature humaine n'aime pas la vérité et la simplicité sans mélange, eh bien c'est parce qu'elle est pervertie, mais en son fond, elle peut nous permettre de reconnaître cette vérité, cette simplicité. Et je continue encore, à ce désir de voir la vérité se joint la passion de dominer, une âme bien faite ne peut par sa nature obéir à personne, sinon au maître qui l'instruit, ou à celui qui l'exerce dans l'intérêt général d'un commandement légal et juste. Et là, vous voyez, c'est l'association immédiatement politique, car un homme doué de toute sa raison ne peut obéir à personne. À personne. Il le dit dans la République, aussi Cicéron, il dit être libre, ce n'est pas d'avoir un bon maître, c'est d'avoir pas de maître du tout. Alors, là, Cicéron fait deux exceptions, parce qu'il emploie le mot obéir dans deux sens différents. On obéit à celui qui vous instruit. Alors là, c'est le maître au sens du magistère latin, celui qui instruit, c'est celui qui est un petit peu plus haut. Du temps où on avait des estrades dans les salles de classe. Donc il est assis un peu plus haut, et il est là pour quoi faire? Par son discours, il est là pour aider ceux qui sont en face de lui à s'instruire, c'est-à-dire à s'élever. C'est pour ça qu'on les appelle des élèves. Ils sont là pour s'élever, en clair. Donc ça, c'est les seuls auxquels on peut obéir. Et puis deuxièmement, ceux à qui on a délégué dans l'intérêt général le commandement. Parce qu'effectivement, si vous devez défendre la patrie, là, vous pouvez déléguer le commandement à un premier, à princeps. Vous pouvez donner tous les attributs du commandement militaire à celui qui commande, c'est-à-dire à l'impérateur. Et l'impérateur, l'empereur, c'est celui qui commande militairement. On peut même à Rome déléguer, quand la patrie est vraiment en danger et tout va mal, on peut déléguer pendant 3 mois tous les pouvoirs à un dictateur. La dictature faisait partie des institutions romaines. Mais en aucun cas il s'agit de maîtres auxquels on doit l'obéissance. Ce sont des individus à qui on a délégué provisoirement, temporairement, le pouvoir de commander. C'est tout. Parce qu'un homme juste et un homme raisonnable ne saurait avoir de maître. Et vous voyez que la philosophie de Cicéron est d'une actualité brûlante. Bon. Et donc, avant toute loi positive, avant tout décret pris par telle ou telle assemblée, eh bien, il existe quelque chose qui nous permet de reconnaître un commandement légal et juste. Et donc, nous avons tous un moyen de juger de la justice des lois. Voilà. Et Cicéron dit encore, c'est pour l'homme une importante propriété de la nature et de la raison, d'être seul à avoir conscience de ce qu'est l'ordre, de ce qui est convenable dans les actes, dans la parole, de ce qu'est la mesure. Et là encore, ce sont les propriétés de l'âme raisonnable humaine qui sont mises en cause. Alors, au-delà, Cicéron va développer ce que sont ces propriétés de l'âme humaine. Ces propriétés de l'âme humaine, eh bien, c'est tout simplement celles qui nous permettent de reconnaître qu'il existe une société naturelle du genre humain. Pour Cicéron, les hommes, parce qu'ils sont hommes, et pour cette seule raison, c'est-à-dire parce qu'ils possèdent la raison, les hommes forment une espèce de société naturelle. Le bien de cette société, nous dit Cicéron, c'est la raison et le langage. On avait déjà ça chez Aristote. Grâce à eux, on instruit et on enseigne, l'on communique, l'on discute, l'on juge, ce qui rapproche les hommes les uns des autres et les unit en une sorte de société naturelle. Rien ne les éloigne plus de la nature des bêtes. Parce que nous parlons, nous sommes capables de discuter, de juger, de délibérer, et tout cela nous éloigne de la nature des bêtes. Les bêtes peuvent vivre en société aussi, mais ce n'est pas le langage qui fait la société des bêtes. Ce qui fait la société des hommes, c'est le langage en tant qu'il exprime la raison humaine. Voilà. Et donc, ce droit naturel, finalement, il est conforme à l'ordre du monde. Il est conforme à l'ordre du monde. Le monde est gouverné, nous dirons, par la volonté des dieux. Il est comme la vie ou cité universelle des hommes et des dieux. Chacun de nous est une partie de ce monde. Alors pour ça, il faudrait rentrer plus dans le détail des conceptions des anciens. Le monde, Cicéron
n'est pas un stoïcien, mais il a été beaucoup éduqué par les stoïciens, il a tendance à penser comme eux, que le monde forme déjà en lui-même une unité. Hein, les stoïciens disaient que le monde tout entier forme un gros animal, dans lequel il y a plein de petits animaux, loups par exemple. Et à l'intérieur de ce monde, il existe donc, entre toutes ces parties, qui forment un animal, il existe une espèce de sympathie universelle. Et à l'intérieur, il y a une sympathie toute particulière entre ces parties qui sont de même nature. Les hommes forment une communauté parce qu'ils sont de même nature, tout simplement. Non. Et puis, Cicéron ici ne fait que prolonger ce qu'on trouve déjà dans la philosophie grecque, c'est qu'en réalité, il n'y a pas pour les Grecs de coupure entre le macrocosme, hein, le monde, la Terre, le Soleil qui tourne autour de la Terre, comme vous le savez, les astres, et puis à la fin des fins, la sphère des étoiles fixes, et puis le microcosme, c'est-à-dire la cité des hommes. La cité des hommes, elle est juste quand elle est ordonnée, à son niveau, comme est ordonné le macrocosme. Il doit y avoir correspondance de l'un à l'autre. On n'a pas le temps de faire ça ce soir, mais qu'un jour on trouvera l'occasion de consacrer quelques séances à la philosophie grecque. Quand on lit par exemple les philosophes grecs, les premiers, ce qu'on appelle un peu bêtement les présocratiques, parce que quand ils enseignaient, ils ne pensaient pas qu'ils étaient là pour être avant-Socrate. Les présocratiques, eh bien, sont des philosophes de la nature en apparence. Voilà. Ils essaient d'expliquer l'ordre de la nature. Mais en réalité, quand on les lit, autant qu'on puisse les lire, parce qu'on a surtout quand même beaucoup de fragments et d'interprétations postérieures, mais enfin, que ce qu'on peut en deviner, eh bien, quand ils discutent de la nature, en réalité, ils discutent des règles, des proportions et de l'ordre de la cité humaine. Hein, et c'est vrai, par exemple, chez Héraclite. Héraclite est un philosophe dans lequel cette espèce d'idée qu'il y a l'ordre naturel est un ordre de conflit. C'est le philosophe qui accepte le conflit dans la cité à travers le débat démocratique. Et il y a parler de la nature pour les philosophes grecs, c'est une manière de parler de la cité humaine. Et parce qu'il y a une correspondance entre ces deux ordres. La nature et l'ordre humain obéissent au même genre de loi. Voilà. Alors ça, c'est en gros, très rapidement dit, ce qui constituait le point de départ de la philosophie telle qu'on la trouve chez Cicéron. Je vais dire encore un petit mot de Cicéron. Comme on fait de moins en moins de latin à l'école, malheureusement, parce qu'il faut faire des choses paraît-il plus utiles que le latin. Il n'y a rien de plus utile que le latin. Enfin bon, comme on fait de moins en moins de latin, il faut quand même rappeler, donc Cicéron, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que rien, je suis parti sur le latin. Oui, oui, j'en ai dit. Bon, donc Cicéron fait partie donc de ceux qui vont se retrouver au moment de l'humanisme comme la référence. C'est quelque chose qu'on ne sait pas suffisamment, mais les théories politiques modernes, celles qui vont conduire à la théorie du contrat social, par exemple, celles qui vont conduire au renouveau de la pensée politique, notamment en Italie et notamment chez mon cher Machiavel, par exemple, eh bien, toutes ces théories politiques, elles s'ancrent dans la relecture de Cicéron, puis aussi des autres historiens, de Sallust notamment, par exemple, de Tite-Live évidemment, pour Machiavel. Et cette relecture, elle va être le point de départ du renouveau de la pensée politique. Parce que Cicéron donne le modèle d'une vie terrestre qui est une vie bonne, une vie dans laquelle l'homme peut être libre. Et évidemment, quand on commence à sortir d'un Moyen-Âge chrétien entièrement dominé par la pensée augustinienne, pour laquelle la vie sur Terre n'est que la vie dans cette vallée de l'arbre, il faut apprendre à souffrir pour expier nos péchés, eh bien Cicéron apparaît libérateur. Et la référence à Cicéron, c'est même souvent un mot de passe. Un code de reconnaissance entre penseurs qui se rattachent au même courant. Bien. Voilà, je trouve ce que je voulais dire sur Cicéron. Bon. Alors, dans cette conception du droit naturel, évidemment, on voit qu'il peut exister un
un conflit entre le droit naturel, ce que nous dicte la raison, et puis ce qu'a dicté le pouvoir politique à un moment ou à un autre. Hein, nous connaissons peut-être ce grand classique qui est l'Antigone de Sophocles, qui met en scène ce conflit entre le droit naturel que réclame Antigone, qui s'identifie dans le cas précis au droit du sang. Elle doit donner à son frère une sépulture digne, parce qu'évidemment, si vous n'êtes pas enterré correctement, vous n'avez aucune chance quand vous allez partir dans la Dèce, et sur la barque de Charon, vous lui êtes présentable, sinon on ne vous prend pas Charon. Donc, Antigone, elle revendique au nom de ses liens à la nature et des exigences des dieux, ce qui est la même chose, pour les raisons que je viens d'expliquer. Elle revendique le droit de donner une sépulture à son frère, et d'un autre côté, Créon, qui est en charge de l'ordre public, s'il n'est pas question, et le premier qui contreviendra les ordres sera exécuté. Et là, vous avez le conflit typique, et qui intéresse évidemment au plus haut point les Grecs, entre le droit naturel et les ordres, les décrets que peuvent prendre les humains à un moment ou à un autre. Cette idée de droit naturel va d'ailleurs être reprise par l'Église en particulier, et notamment le droit canon médiéval stipule que le droit naturel est ce qui est contenu dans la loi et dans l'Évangile. Et l'Église, elle le met au-dessus du droit politique de chaque pays, bien évidemment. Bon. En même temps, c'est un peu compliqué dans cette Église, c'est qu'elle va très vite séparer deux sortes de droits. Le droit qui est le droit propre de l'Église, le droit canonique, qui va permettre de régler des questions sur, par exemple, si un tel est vraiment un hérétique ou pas, etc. Et puis, elle va laisser au pouvoir politique une certaine marge de manœuvre. Le droit politique va progressivement prendre son émancipation par rapport au droit religieux. C'est ça qui définit d'ailleurs la spécificité de l'évolution de l'Europe occidentale par rapport à d'autres pays. Bien. Voilà. Alors, deuxième partie, après le droit naturel, la reprise de cette question de droit naturel sous une toute autre forme dans la philosophie moderne. Alors, tout d'abord, le droit naturel, c'est évidemment une idée sublime, mais on va se demander pourquoi, s'il y a un droit naturel, et pourquoi, si la raison est capable de reconnaître un commandement légal et juste, pourquoi les droits positifs des États sont si différents. Et alors, on est amené à renvoyer cette différence à la pure contingence. Voilà, c'est comme ça. Et puis, si en outre, les hommes pouvaient aussi facilement connaître leurs devoirs, et si de plus, comme le dit Cicéron, il n'y a pas de conflit sérieux entre le bien et l'utile, comment se fait-il que les hommes ignorent si massivement leurs devoirs envers leurs frères, et pourquoi faut-il imposer le respect de ce devoir par la contrainte? La raison devrait suffire à nous rendre raisonnables. Ça c'est ce que pensent les anarchistes. Les anarchistes qui pensent que les hommes sont spontanément raisonnables et que, comme ils sont capables de reconnaître d'eux-mêmes ce qui est juste et légal, ils n'ont pas besoin de pouvoir d'État. Le pouvoir d'État est absolument superflu. L'anarchie, c'est pas le désordre, c'est l'ordre, moins de pouvoir. Je parle de l'autorité quelqu'un dans la société. Et finalement, cette conception du droit naturel, son premier défaut, c'est qu'elle nous conduit à ignorer l'histoire réelle et peut-être la spécificité du droit. On peut aussi remarquer que le droit naturel nous laisse tout de même dans de profondes ambiguïtés. Il y a un certain nombre d'exemples classiques que je vais citer qui montrent les ambiguïtés du droit naturel. Les hommes justifient au nom du droit naturel à peu près tout et le contraire de tout de même. Par exemple, pendant très longtemps, c'est en vertu de la nature qu'on pensait que les hommes doivent gouverner les femmes, puisque les femmes ont besoin d'être protégées, car elles sont naturellement plus faibles, puisqu'elles ont pour mission de porter les enfants. Et puis en vertu de notre droit naturel contemporain, nous pensons que comme les femmes sont des hommes comme les autres, eh bien les femmes sont égales aux hommes et il n'y a plus cette infériorité qu'on prétendait naturelle. Et très souvent, ce qui était contre nature hier ne l'est plus aujourd'hui.
Par exemple, les relations homosexuelles étaient considérées comme contre nature et même étaient criminalisées, alors qu'aujourd'hui, au moins dans certains pays, on les considère comme parfaitement naturelles, si j'ose dire. On voit partout une déclaration récemment d'un lieutenant du pape qui a assimilé l'homosexualité et pédophilie. Il y a un gouvernement qui a protesté, un seul, c'est le gouvernement français. C'est curieux. Bon, voilà. Inversement, ce qui était naturel hier apparaît souvent aujourd'hui comme le comble de l'abomination. Par exemple, la pédérastie grecque. Je pense qu'aujourd'hui, Platon serait immédiatement jeté dans un cul de basse fosse pour finir le restant de ses jours. Bien, donc vous voyez que ce que nous dit de la nature reste extrêmement obscur finalement. Je mets un dernier exemple, c'est le droit de tester. Voilà. À qui doivent aller les biens du mort. Alors, en vertu des droits du sang, droit naturel, c'est quand même, n'est-ce pas, l'héritage va aux enfants. Bon. En vertu du droit de propriété, autre droit naturel, pour tous les théoriciens du droit naturel, l'héritage doit aller à ceux qu'a désigné le testateur. Car avant de mourir, j'ai bien le droit de disposer de ma propriété comme je l'entends. Si j'ai envie de rien donner à mes enfants, ils ont qu'à faire comme moi, et se débrouiller, et par exemple tout donner à des œuvres charitables à ma maîtresse, j'en suis parfaitement libre, puisque je dispose de ma propriété comme je le peux. Si aujourd'hui je décide de manger d'un seul coup mon immense fortune, personne ne peut m'en empêcher tout de même. Donc, de la même façon, je suis maître de ma propriété. Donc, deuxième règle, elle est contradictoire avec la première. Deuxième règle naturelle, le droit de propriété me donne le droit de tester comme je veux. Puis troisième règle, l'homme est un animal naturellement politique. Ce qu'il a, il l'a parce qu'il est membre de la cité. D'accord ? Par conséquent, ce héritage revient à la cité quand il est mort. C'est tout aussi naturel. Notez bien que le droit français combine les trois. Il y a une part qui va nécessairement aux enfants, il y a une part qui est à disposition du testateur, où il en fait ce qu'il veut, et puis il y a une part qui théoriquement vient à l'État, celle-ci s'est réduite à la portion congrue au fur et à mesure de l'évolution législative récente. Bon. Mais là encore, le droit naturel nous semble extrêmement incertain. Alors au XVIIe siècle, les philosophes et les juristes ont essayé de reconstruire le droit autrement. Leur idée était de la nécessité d'une construction purement rationnelle du droit positif, un peu comme on construisait les mathématiques. Ils ont tous en tête un modèle, c'est le livre des éléments d'Euclide. Je pars ratios indiscutables, en nombre aussi restreint que possible, et tout le reste doit s'en déduire logiquement. Et toutes les entreprises de Grotius à Rousseau, au fond, elles partent de ce modèle. Alors, les axiomes les plus simples, c'est ceux que je prends Rousseau ici, mais on pourrait, en changeant ce qui doit être changé, faire la même chose avec les autres auteurs. L'axiome le plus simple, c'est qu'on doit partir de l'individu. La société, c'est peut-être quelque chose d'un peu évanescent, c'est quoi une société? C'est peut-être une simple idée. Par contre, les individus, ils sont des réalités tangibles, indiscutables. Par contre, les individus. Et deuxièmement, nous dit Rousseau, inutile de supposer qu'il y a une société du genre humain. Il affirme dès le début de la première version du contrat social, si la société générale existait ailleurs que dans les systèmes des philosophes, elle serait un être moral, doué de qualité propre, il y aurait une norme universelle, la félicité publique serait la source du bonheur des particuliers, mais comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas le cas, par conséquent, il n'y a pas de société générale du genre humain. Et Rousseau, qui est un réaliste, on dit souvent Rousseau, ça nous fait utopiste, qui a fait du oui, pas du tout, il n'y a pas de philosophe plus réaliste que Rousseau. D'ailleurs, Rousseau a comme maître en politique un autre philosophe réaliste, c'est Machiavel. Rousseau dit du mal de tout le monde, sauf de Machiavel. Donc il dit du bien. Donc ça prouve bien qu'il s'en inspire. Donc Rousseau dit qu'il est faux que dans l'interdépendance, quand les hommes ne sont pas liés par un état civil,
La raison nous porte à concourir au bien commun par la vue de notre propre intérêt. Loin de l'intérêt particulier s'allie au bien général, il s'exclut l'un l'autre dans l'ordre naturel des choses. Donc il y a dans l'ordre naturel, il y a opposition entre le bien particulier et le bien général. Et les lois sociales sont un joug que chacun veut imposer aux autres, mais non pas s'en charger lui-même. Donc voilà, Rousseau n'essaie pas d'inventer un homme idéal, il parle d'hommes exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, et qui considère que si les autres portent le fardeau de l'intérêt général, c'est tant mieux, dès lors que moi je peux m'en dispenser. Et par conséquent, ni la loi de la raison naturelle, ni les principes sublimes de la raison et de la morale ne peuvent éliminer cette réalité. Alors, par conséquent, donc, pour Rousseau, le règne de la justice et du droit n'est pas quelque chose de naturel. Il faut au contraire que l'homme, et Rousseau, renonce à sa liberté naturelle pour pouvoir entrer en société. Et cette prononciation, elle ne peut pas être une prononciation sans contrepartie. Car si vous renoncez à votre liberté pour accepter le pouvoir politique, comme c'est par exemple le cas chez Hobbes, eh bien c'est que vous êtes un insensé, dit Rousseau. Car si par exemple vous renoncez à votre liberté pour la sécurité, vous renoncez en fait à tout, et vous perdez du même coup la sécurité. Car par exemple, si vous dites à un tyran, voilà, tu fais ce que tu veux, parce que tu as protégé ma sécurité, le tyran trouvera toujours un bon moyen, au motif de la sécurité, de s'en prendre à vous. Donc il faut être insensé pour renoncer à sa liberté au nom de la sécurité, par exemple. Il faut renoncer à sa liberté naturelle, dit Rousseau, c'est-à-dire au droit de n'en faire qu'à sa tête, parce que comme dans nos sociétés, on ne peut pas en faire qu'à sa tête, mais en échange d'une liberté civile, qui consiste à ce que tous les individus assemblés forment un corps, et dans ce corps, chacun vaut une voix, et ce corps ne peut décider que par un consentement commun. Autrement dit, je suis maintenant libre, mais libre avec les autres. J'ai rien perdu, puisque j'ai changé ma liberté naturelle contre une liberté civile, et par contre, j'ai gagné quelque chose qui est la force de l'union. Voilà. Et donc, là, on voit que demeure, d'un certain point de vue, le droit naturel chez Rousseau. La liberté dont disposent les hommes quand ils ne sont pas liés par la loi, elle reste, d'une certaine manière, complètement transformée dans la société. Alors, ce passage présente de grands intérêts, Rousseau le dit, ce passage de l'état de nature à l'état social produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et en donnant à ses actions des rapports moraux qu'elle n'avait point auparavant. L'acceptation de la loi, l'acte social, fait de l'homme un homme, alors qu'il n'était auparavant qu'un animal stupide et borné. Ceci pour ceux qui pensent que Rousseau croit que l'homme est naturellement bon, etc. Ils pensent que l'homme est de telle nature qu'un animal stupide et borné, ce que dit Rousseau. Bon. Alors, cet état social basé sur le principe de réciprocité suppose que la propriété de chacun soit protégée, que personne ne soit lésé. Il garantit pour chacun la poursuite de ses propres intérêts en les soumettant à l'intérêt général. Et donc, pour Rousseau, le sens de la justice, qui est propre à la raison humaine chez Cicéron, pour Rousseau, ce sens de la justice, ce sens de la soumission au droit, ne vient qu'après par l'apprentissage de la soumission à la loi commune. Et il suppose la renonciation à la liberté naturelle afin de mieux servir sa vie et la défense de ses intérêts. Et alors c'est pour cette raison, selon Rousseau, doit se développer un droit positif qui fixe ce que doit être la justice, ce que par leurs sentiments spontanés les citoyens ne pourraient découvrir. Donc c'est la loi qui détermine la justice chez Rousseau. C'est exactement l'inverse de ce qu'on avait vu chez Cicéron. Donc, nous dit Rousseau, et là il est très clair, la loi est antérieure à la justice. Alors que Cicéron nous dit que la justice est antérieure à la loi positive. Alors, comment cette loi antérieure à la justice est-elle juste? Parce que si elle peut être arbitraire, après tout. Eh bien, Rousseau dit que la loi ne peut être injuste. Ça dépend de la justice entre la base
car ce pourrait ne pas être toujours vrai, mais parce qu'il est contre nature de vouloir se nuire à soi-même. Autrement dit, une loi juste est une loi que j'accepte parce que cette loi correspond à mes intérêts. Mais je ne pourrais jamais accepter, considérer comme une loi quelque chose qui irait contre mes intérêts. Car Rousseau nous dit, et là on retrouve la nature, qu'il est contre nature de vouloir se nuire à soi-même. Donc, la défense des intérêts, elle est le module du contrat social fondateur de l'ordre politique. Et c'est dans la mesure où la loi exprime ce pacte qu'elle est juste. Car si ce n'est pas le cas, le pacte lui-même s'oppose à nos intérêts et par conséquent nous serions fondés, pour parler rapidement, à reprendre nos vies, c'est-à-dire à retourner à l'état de nature. Donc maintenant on a un droit positif qui est celui qui découle du pacte social fondamental chez Rousseau et finalement deux types de droits naturels. Rousseau considère qu'on ne peut pas fonder la loi sur la moralité, sur le sens du bien et du mal, puisque ce sens du bien et du mal n'apparaît qu'à partir du moment où il y a déjà une loi. Et pour Rousseau, c'est la moralité qui est fondée sur le droit positif, lequel découle du pacte. Ce droit positif, en effet, n'est pas autre chose que la spécification des actions qui concourent au plus grand bien. Là, on a donc un critère aussi. Le droit positif est un droit positif acceptable dès lors qu'il concourt au plus grand bien. Et la loi est par là même, nous dit encore Rousseau, la source des actes de civilité et de l'altruisme. Autrement dit, si les hommes deviennent civils, par exemple s'ils apprennent à se respecter, à dire bonjour, à respecter les règles du code de la route, ou à pas claquer la porte au nez à celui qui lui essuie, par exemple, etc. Eh bien, Rousseau dit tout simplement, ce sont les habitudes que nous prenons parce que nous avons été habitués à respecter la loi. Loi que nous avons acceptée parce qu'elle correspond à nos intérêts. Et donc, l'insertion de l'homme dans l'ordre social crée des habitudes qui finissent par paraître naturelles. C'est-à-dire que Rousseau dit ce que nous croyons être du droit naturel n'est en fait qu'un droit naturel raisonné, c'est le résultat des bonnes habitudes que nous avons prises dans la vie sociale. Le droit naturel pour Rousseau n'en est que la conséquence. Ce droit naturel raisonné. Et donc, Rousseau, en quelque sorte, ne nie pas la théorie du droit naturel. Je ne crois pas que Rousseau soit un positiviste pur et dur, mais en quelque sorte, il renverse l'ancienne théorie du droit naturel, puisque désormais c'est l'acte de la convention, l'acte du contrat qui fonde le droit positif, d'où découle ensuite la moralité. Alors, donc Rousseau, cependant, n'est pas un positiviste. Le droit ne se suffit pas pour Rousseau. Il n'est droit et il n'a de justification que s'il est fondé sur la loi fondamentale et universelle du plus grand bien de tous. Il y a donc une espèce de règle naturelle qui continue d'être le guide du droit chez Rousseau, bien qu'en apparence, Rousseau considère que le droit ne peut pas être fondé sur l'idée de justice, puisque l'idée de justice ne vient qu'après l'existence du droit. De ce point de vue, je ne suis pas d'accord du tout avec Léo Strauss, qui est un des théoriciens qui défend lui le droit naturel. Léo Strauss fait remonter à Rousseau le positivisme moderne, je crois qu'il a tort là-dessus. Alors, ça c'est une étape, parce que la suite va être beaucoup plus résolue. Progressivement, les philosophes et les juristes vont rompre tous les liens qui unissent le droit à une règle naturelle. Par exemple, chez Hobbes, il reste presque rien du droit naturel. Il reste un petit peu plein. Hobbes affirme le pouvoir absolu du souverain. Hobbes dit ceci, ce n'est pas la sagesse, mais l'autorité qui fait le droit. Donc, dès lors qu'une instance a l'autorité, ce qu'elle décide est du droit. Et comme ce n'est pas la sagesse qui fait le droit, on ne peut pas lui opposer un raisonnement, par exemple. On ne peut pas dire vous avez pris cette décision, mais c'est contre nature, par exemple, ou c'est pas raisonnable. Non, c'est l'autorité qui fait le droit. Et l'autorité, pour Hobbes, ne peut pas être contestée, parce que si on se donne le droit de contester l'autorité, très rapidement, tout le monde va s'en retrouver à la guerre de tous contre tous, au règne du glaive privé, comme dit Hobbes. Et alors, Hobbes donne une définition du droit qui est
Le droit est ce que ceux ou celui qui détiennent le pouvoir souverain ordonnent à leur sujet. Voilà, c'est clair. En proclamant en public, première condition, il ne faut pas que ce soit public tout de même, en parole claire, deuxième condition, tout de même, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà. On ne peut pas être plus clair. Le droit, c'est ce qu'a décidé le pouvoir souverain. Sachant que le pouvoir souverain, ça peut être tout le monde, comme l'Assemblée des Grecs, des Athéniens, ça peut être une assemblée, ou ça peut être un seul homme. Pour voir qu'on tout ça revient au même. Et ils considèrent qu'on est soumis tout autant et on n'est pas plus libre quand c'est le pouvoir de tout le monde, le pouvoir d'une assemblée, le pouvoir d'un seul homme. Il y a cette formule célèbre où Rousseau dit que les citoyens de Lucca ont écrit sur les murs de leur ville le mot liberté, mais ils ne sont pas plus libres que les sujets du sultan de Constantinople. Parce que pour lui, quelle que soit la forme du pouvoir, nous sommes soumis à ce pouvoir. Bien. Et là, on trouve les deux caractéristiques de la conception positiviste moderne du droit. Premièrement, le formalisme. Le droit n'est pas défini par un contenu, il n'est pas défini par la conformité à la justice, il est défini par sa procédure de formation et du droit qui découle d'une certaine procédure de formation. C'est le souverain légitime qui formule une règle, donc elle est juste. Et il ne s'agit pas de se poser le problème du contenu. Donc c'est une théorie procédurale du droit, et ceux qui connaissent un peu les débats actuels au sein des juristes, on sait combien le procéduralisme a gagné de terrain, de plus en plus, on fait en sorte que le droit ne soit que de la procédure, et qu'il n'y ait aucune marge de manœuvre, par exemple, pour le juge. Derrière ça, il y a des débats. Pendant très longtemps, une des règles des juges dans le droit français, c'était la théorie du bon juge. C'est-à-dire que le juge doit être capable d'apprécier comment il applique la loi. Et donc, il y a une large marge d'appréciation. Et on espère que le juge va avoir un bon sens et une raison qui vont lui permettre d'appliquer comme il faut la loi. De plus en plus, pour éviter les contestations qui naissent de ce qui est confus, et bien on fait que le juge n'ait plus de pouvoir d'appréciation. C'est ce qui explique d'ailleurs la multiplication absolument extravagante des lois. On produit de la loi à jet continu, il se passe n'importe quoi, un projet de loi. Alors que les anciens pensaient au contraire qu'une bonne république, c'est une république qui a un minimum de lois. Un minimum de lois. Aujourd'hui, on produit de la loi en masse. Je reviendrai là-dessus. Deuxième caractéristique, impératif. Le droit, il ne définit pas le juste, il donne simplement des commandements. Il ne dit pas c'est juste de faire ça, ou c'est injuste de faire ça, il dit non, il faut le faire ou il ne faut pas le faire. C'est tout. Et tous les successeurs de Hobbes vont développer cette conception-là. On trouve ça, par exemple, chez un grand juriste du XXe siècle, qui est passionnant à lire, parce que c'est vraiment une construction robuste, qui est Hans Kelsen. Pour Hans Kelsen, la théorie du droit, c'est la théorie d'un système de normes. Voilà. C'est un système. Elle est appliquée par des dispositifs de contrainte, c'est-à-dire là où il n'y a pas de dispositif de contrainte, il n'y a pas de droit. La théorie doit montrer les conditions logiques de validité des normes. Et c'est tout. Et pour qu'une norme soit valide, il faut qu'elle soit logiquement déductible des normes de niveau supérieur dans ce que les juristes appellent la pyramide des normes. Dès lors que cette validité est assurée, la loi est la loi. Et il y a un ordre juridique qui fait que les individus ont des autorisations de droit et des habilitations. Et là, vous voyez, c'est quand même un changement assez considérable par rapport au XVIIe siècle. Rousseau considère qu'il y a des droits naturels de l'individu. Il y a des droits. Et notre déclaration de 1789, elle commence par ça. Les hommes naissent les honneurs libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être justifiées que par l'utilité commune. Voilà. C'est part de la nature. La déclaration américaine, c'est pareil, le créateur a donné des droits inaliénables à l'homme. Ici, c'est autre chose. Les hommes n'ont des droits que pour autant que le système des normes leur donne des habilitations à faire ceci ou cela.
On est dans un système où tout est par le droit. Et le droit se fonde de lui-même, il n'a de compte à rendre à personne, et notamment pas à des droits naturels ou à des normes morales. Et donc nos actes sont des actes de droit ou des actes contre le droit, par la signification objective qu'ils reçoivent de Kelsen des normes créées au moyen d'actes de droit. Voilà. Et donc nous avons ici une espèce d'autofondation du droit, et d'ailleurs Kelsen le pose de cette manière, et le droit doit être compris en lui-même, il n'a pas besoin de fondement, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être justifié par quoi que ce soit. Et il est inversement lui-même le fondement qui permet de comprendre les actions humaines. C'est à la lumière du droit que nous pouvons déterminer la valeur des actions humaines et non l'inverse. Alors cette position, tous les juristes sont pas aussi radicaux que Kelsen. L'avantage de Kelsen, c'est son caractère systématique, justement. Néanmoins, c'est la position dominante et elle conduit à un certain nombre de conséquences extrêmement discutables, très problématiques. Parce que, évidemment, ce positivisme juridique qui dit la règle ne s'explique que par le système dans lequel elle est insérée, il conduit au relativisme. C'est tout naturel. Parce que chaque société va avoir son propre système de règles. Et donc toutes les règles, dès lors qu'elles sont conformes à la pyramide des normes kelseniennes, sont justes. De ce point de vue, vous ne pouvez plus faire aucune différence entre les divers systèmes de droit. Ils deviennent incommensurables, puisqu'ils ne se réfèrent chacun qu'à eux-mêmes. Par exemple, le cannibalisme, là où il y a limite, n'est pas condamnable. D'autant que le cannibalisme a souvent été admis pour des raisons d'utilité sociale, car le cannibalisme permettait des apports en protéines dans les sociétés où il y avait peu d'apports en protéines naturelles. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, voilà. Donc, vous ne pouvez pas condamner le cannibalisme. On a eu la même discussion en France, pas sur le cannibalisme, certes, mais sur un autre problème qui est le problème de l'excision. Les partisans de l'éthique-analyse, je pense par exemple à Tony Nathan, soutenaient qu'on ne peut pas juger devant un tribunal français des gens qui ont pratiqué l'excision, parce que cette pratique de l'excision relevait d'un système de normes et de valeurs radicalement incommensurable avec notre système de normes et de valeurs individualistes démocratiques. Si par exemple vous empêchez l'excision d'une jeune fille, eh bien, du même coup, vous lui interdisez de s'intégrer dans le système social dont elle est membre, car l'excision fait partie des règles qui permettent cette intégration dans le système social. Et par conséquent, nous n'avons pas à la juger. Alors, on est ainsi amené soit à une position d'acceptation de l'ordre existant, quel qu'il soit, puisque à partir du moment où le droit se fonde lui-même, vous ne pouvez pas le critiquer. Sauf à démontrer qu'il y a une contradiction entre la loi de tel niveau et puis la loi de niveau supérieur dans la pyramide des normes. Vous pouvez procéduralement contester une loi, mais pas plus. Le seul tribunal qui resterait au fond, c'est la Cour de casse. Ou le Conseil d'État, éventuellement. Bon. Alors, soit on accepte l'ordre existant, soit, et alors ça c'est le côté très paradoxal de cette soumission absolue à l'ordre du droit, soit on estime que le droit n'est au fond que l'expression de la force, et que le droit, toujours le droit du plus fort, mais Rousseau nous a montré que le droit du plus fort n'est pas un droit, et que l'expression droit du plus fort, que Rousseau n'est qu'une galimatière, dépourvue de sens. Et si on ne peut pas juger le droit au nom du droit, au nom de quoi pourrait-on refuser des lois manifestement inacceptables? Comment, par exemple, pourrait-on distinguer les lois d'un État démocratique de celles de l'État nazi? Si on ne dispose pas d'une définition générale du droit, à laquelle toutes les lois existantes devraient être rapportées. C'est précisément, par exemple, ce à quoi s'est employé le grand juriste du régime nazi, qui s'appelle Carl Schmitt, qui est redevenu un penseur à la mode dans toute une série de courants, y compris en France de façon très paradoxale chez certains courants d'extrême gauche, qui sont aujourd'hui des grands défenseurs de Carl Schmitt. Carl Schmitt dit, vous protestez contre les lois de Nuremberg, par exemple, au nom de quoi?
Elles ont été prises par l'État allemand, selon les principes du droit allemand. Elles sont conformes à notre pyramide des normes, donc vous n'avez rien à dire. Et Carl Schmitt a défendu quasiment jusqu'au bout le régime nazi de cette manière. Il a réussi à avoir quelques ennuis en 1945, il a réussi à s'en tirer, il a fini une carrière tout à fait honorable, si je vous dis, Carl Schmitt. Bon. Et je crois que les conséquences, il suffit de donner cet exemple. Il y en a d'autres, hein. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu une remise en cause, mais je crois qu'Alain avait pu évoquer ça, je ne sais plus quel moment, du cas de la première conférence. On remet en cause aujourd'hui dans toute une série de pays la déclaration universelle des droits de l'homme qui fonde l'ONU, et un certain nombre de pays, notamment du côté du sud-est asiatique, disent non, c'est pas la déclaration des droits de l'homme, c'est la déclaration des droits de l'homme occidentale, c'est vos droits de l'homme à vous, donc on dit on va vous garder vos droits de l'homme, mais c'est contraire à nos traditions et à notre propre système juridique. Et par conséquent, vous n'avez aucun droit, au nom des droits de l'homme occidental, à venir juger que ici les droits de l'homme ne sont pas respectés. Nous, on a d'autres droits de l'homme, puis on a peut-être d'autres hommes, je ne sais pas. Et cette espèce de relativisme aujourd'hui est quelque chose qui est absolument massif. On a eu la même chose, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir à un autre moment, justement à propos des questions religieuses, et on a transformé de cette manière toute critique des religions ou toute critique d'un certain nombre de fanatismes religieux, on les a transformés en racisme en disant comment vous n'acceptez pas tel type d'organisation religieuse et tel type de pratique, vous n'acceptez pas qu'on mette des foulards à nos femmes et qu'on les cloître, et bien c'est que vous êtes des racistes en vérité. Vous n'acceptez pas leur relativisme, donc pourtant vous êtes vous-même au point de départ des théoriciens. Et effectivement, on est très ennuyé, hein, si on est un relativiste, on est obligé d'accepter que tout est relatif et qu'il n'y a rien à dire. Alors je crois que les conséquences du positivisme et du relativisme, hein, si on les prend de manière un peu décidée, elles sont assez désastreuses pour qu'il soit nécessaire de chercher, ou du moins de dépasser ce positivisme, sans encore une fois, commettre les difficultés que le mérite de mettre en lumière, hein. Parce que c'est vrai qu'en même temps, le droit naturel nous laisse un peu sur notre faim. Parce que si on ne le fait pas, on va se retrouver dans une situation extrêmement gênante. La République de Platon, hein, s'ouvre sur le dialogue de Socrate et de Thrasymachus. Et Thrasymachus affirme que les lois sont faites par les plus forts pour leur propre bien. La position de Thrasymachus. Socrate va essayer au contraire de lui démontrer qu'il existe une justice en soi. Et je crois que ce dialogue fondateur, hein, la République, Platon, c'est le fondateur de la philosophie, hein, toute la philosophie, c'est que des notes de bas de page sur Platon, hein, nous sont écrites depuis, et bien c'est l'alternative dans laquelle nous sommes. Est-ce que le droit est fait par le pouvoir, ou est-ce qu'il existe une justice en soi? Voilà. Alors, c'est pourquoi, à mon sens, et je terminerai là-dessus, à mon sens, il est nécessaire de garder l'idée de droit naturel, j'allais dire comme un principe régulateur. Je ne suis pas certain que l'observation de la nature nous permette de déterminer ce qui est juste pour la cité humaine, parce qu'au fond, depuis Galilée, nous avons coupé ce lien. Hein, l'ordre humain et l'ordre naturel ne procèdent plus du même type de causalité. Depuis Galilée, on avait discuté de cette question déjà un certain temps. Ça devait être la deuxième séance de notre université populaire. Hein. Donc, je ne suis pas pour réhabiliter la cosmologie des Grecs, hein. Je serais beau qu'on la fasse connaître, mais qu'on la réhabilite comme principe de droit, je n'irai pas jusque-là. Mais je crois qu'il faut tout simplement se dire qu'il existe à la base de toutes nos conceptions une certaine idée de l'homme, et que c'est cette idée de l'homme qui justifie la prééminence du droit. L'homme, c'est un animal qui a besoin du droit, qui a besoin de rendre raison de ses actions et de les justifier. Et le droit, il naît de là. Et cette idée-là que le droit peut se fonder dans une certaine idée de l'homme, ça peut tout simplement s'appeler humanisme. Humanisme. Et cet humanisme qui suppose d'abord l'impossibilité de l'autofondation du droit. J'ai commencé par le baron Munchausen, mais nous savons tous que le baron Munchausen, c'est un conte. Hein?
on ne voyage pas vers la lune à cheval sur un boulet tiré par un canon, et bien de la même façon, on ne sort pas du marécage en tirant sur ses propres bottes. Et donc, il me semble que le droit ne peut pas s'auto-fonder. Alors, le droit naturel n'est peut-être pas le droit qu'on trouvera en observant la nature, c'est peut-être une fiction, mais après tout, c'est une fiction utile. C'est une fiction utile parce qu'elle nous permet de borner la manière dont on interprète la loi. Parce que, quoi qu'on dise, la loi, elle va toujours être interprétée. Tout juge est toujours confronté à la question, est-ce que ce que j'ai en face de moi, c'est bien le cas? Hein, c'est le problème du jugement qu'a posé Kant aussi. Et ce qui seul peut guider l'interprétation du droit, c'est cette idée de l'homme et cette idée du droit naturel. Car, comme disait Saint Paul, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Deuxièmement, le droit naturel, cette idée régulatrice de l'homme, elle nous permet de dire la justice quand la loi est muette. Et elle nous permet éventuellement de corriger la loi. Le droit de nécessité, par exemple, a été introduit dans notre droit. Le droit de nécessité, c'est le fait qu'on peut être amené à violer la loi quand on ne peut pas faire autrement. C'est posé à la fin du XIXe siècle à propos d'un jugement où une dame est poursuivie pour vol alors que cet enfant est en train de crier famine. Et le juge, qui lui obéissait encore à la doctrine du bon juge, a dit mais il y a un problème de nécessité. Voler pour nourrir ses enfants et empêcher de boire de faim, c'est pas voler. Donc il l'a quitté. D'ailleurs, ce bon juge nous faisait reprendre quelque chose qu'il aurait lu, s'il a peut-être lu, chez Hegel. La philosophie du droit de Hegel, il y a tout un passage sur le droit de nécessité qui dit qu'entre la vie et la propriété, il ne faut pas hésiter, il faut choisir la vie. Ça, c'est pour ceux qui disent que Hegel est une philosophe du totalitarisme, de l'état absolu et autres bêtises du même genre. Voilà. Bon. Donc, cette idée-là, elle nous permet au juge, par exemple, de dire là, qu'est-ce que je fais? Comment j'interprète la loi? Troisièmement, cette idée nous fournit une limite à l'extension de l'empire du droit. Parce que franchement, si on m'avait dit il y a 40 ans qu'il serait interdit de fumer dans un bistrot où on vend du tabac, je n'aurais jamais cru. Hein, c'est pas possible. Or, depuis, on voit une extension continuelle de la loi partout. On crée des lois pour obstruction dans les cages d'escalier des immeubles. 3 750 € d'amende et 6 mois de prison. C'est le maximum, certes, mais c'est possible, etc., etc., etc. Et tout est testé par le droit. Alors ça, c'est pour ce qui concerne l'aspect limitatif. Mais il y a un autre aspect, on veut tout décider par le droit. On veut que le droit vienne sanctionner l'intime. Ouais, parce que jusqu'à présent, on avait un droit assez simple, le droit du mariage, qui sert à organiser le patrimoine, la famille et la succession. Quoi final, ça servait qu'à ça. Fondamentalement, bon après on avait habillé ça caractère sacré quand c'était l'église des droits civils, c'est simplement le partage des biens et la transmission. Bon. Et puis maintenant, il nous faut justifier nos relations intimes. On veut l'homosexualité est naturelle, hein, ce qui est certain. Moi j'ai vu que l'homosexualité est naturelle, les hommes sont bisexuels, hein, toute sa correspondance avec Fries passe là-dessus. Donc on le sait bien tous, hein, et tout ici, voilà, qu'on peut très bien être attiré par quelqu'un du même sexe dans cette nature, ça. Mais la loi n'a pas venir s'y mêler, ni dans un sens, ni dans l'autre. Hein, voilà. Donc, on veut aussi une extension des droits. On ne peut plus rien faire sans obtenir un droit à ceci, un droit de cela. Hein, et on a une multiplication des revendications aux droits, et du même coup une multiplication des procédures. Là, évidemment, ça fait la fortune des avocats. Hein. C'est pour ça que je dirais l'aide principale, c'est qu'ils fassent du droit, parce que c'est un métier dans lequel on risque pas le chômage. C'est une extension. Mais je crois que c'est extrêmement inquiétant, cette extension du droit. Un philosophe intéressant du XVIIIe, qui s'appelle Giambattista Vico, philosophe napolitain mal connu, trop mal connu, disait que la République romaine, sa grandeur, c'est quand elle avait très peu de lois. Et la décadence commence quand les lois se multiplient. Parce que ça veut dire quoi que les lois se multiplient? Ça veut dire que les individus sont obsédés par leur propre intérêt, ne considèrent plus qu'ils ont un intérêt commun à partager avec les autres, et qu'ils n'ont qu'une seule chose qui les occupe, c'est comment chicaner pour se défendre vis-à-vis du voisin. Et il dit ça, c'est le signe infaillible
de la décadence, et ça prépare. Alors comme Foucault pense que l'histoire est cyclique, qu'elle peut être passée par l'âge des hommes et l'âge du temps pour nos barbares, eh bien si vous regardez l'évolution de nos sociétés, en termes vickiens, j'ai envie de dire que les barbares sont pas loin, vu le nombre de lois qu'on voit tous les jours. Soit les gens, même pour prévenir la barbarie. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit naturel? Eh bien, je vais en donner deux grandes lignes pour terminer. Pour moi, le droit naturel, je vais le définir en partant de Grotius. Grotius, il appelle naturel, il donne une définition. Il dit naturel, tout ce qui favorise ce qu'il appelle en latin dans le texte, appetitus societatis, l'appétit social. Voilà. Et naturel, tout ce qui renforce la capacité des hommes à vivre en société sans s'appeler dessus. C'est un critère assez simple, et qui correspond à cette antique définition aristotélicienne qui disait que l'homme est un animal naturellement politique. Voilà, il est fait pour vivre en société. Nous n'existons pas sans les autres, nous ne sommes que nos relations avec les autres, et donc le seul fondement possible de ce droit naturel, et donc de tout droit, c'est qu'est-ce qui permet de renforcer l'appétit de vivre avec les autres, l'appétit sociétatif. Et deuxièmement, ce droit naturel, il doit être autant que possible immuable. On doit rechercher ce qui est le plus immuable. Il y a la formule célèbre de Grotius qui dit que le droit, il est excideus non daretur, même si Dieu n'existait pas. Alors, Grotius dit que c'est une hypothèse infime. Évidemment, il faut le prendre en lui. Mais voilà, le droit naturel, il doit être donné même pour ceux pour qui Dieu n'existe pas. Donc c'est ce caractère universel qui doit fixer nos règles de droit.